Bonsoir. L'affaire que je vous propose de suivre aujourd'hui avec moi est celle d'un homme complexe. Celle d'un homme en apparence au-dessus de tout soupçon, père de famille, avocat, mais en apparence seulement, car cette histoire est aussi l'histoire d'un homme animé d'une passion, une passion de peu de coutume. Je vous propose un voyage curieux au cœur même de Liège. Préparez-vous à plonger avec moi dans les méandres de l'affaire Sistermans. Tout commence au XVIe siècle par la construction du palais de justice de la ville de Liège en Belgique. Jean-Michel Sistermans, lui, fut mis au monde bien plus tard, dans les années 1930. Au fil du temps, Jean-Michel Sistermans est bien entendu amené à se rendre au palais mentionné précédemment dans le cadre de sa profession d'avocat. Il travaille notamment pour le compte de plusieurs marchands d'armes liégeois. En 1980, suite à une affaire de détournement de fonds puis de falsification, Sistermans est suspendu du Conseil de l'Ordre. Il est alors condamné avec sursis à 4 mois de prison. Le 11 novembre 1983, la nuit précédant le Te Deum, une explosion endommage la cathédrale Saint-Paul. Plus tard, la police est informée qu'une autre bombe serait placée proche de la centrale Ivo Ramey. Cette information proviendrait de l'un des patrons d'entreprise affiliés à cette zone industrielle et plus précisément de son avocat, Jean-Michel Sistermans. Parallèlement, à partir du 3 octobre 1984, on dénombre une vingtaine d'attentats revendiqués par les cellules communistes combattantes, en réponse auxquels le ministre de la Justice Jean Goll lance l'opération Mammouth. L'administration de l'information criminelle est informée anonymement que les terroristes du CCC prévoiraient un vol d'explosifs en vue d'un attentat contre les juges d'instruction au palais de justice de Liège. Comme aucun vol d'explosifs ni rassemblement de juges n'est constaté, on finit par classer l'affaire. En 1985, Sistermans travaille sur le dossier de succession d'un couple qu'il convainc de le laisser installer son bureau annexe dans leur cave, où il entreposera des caisses contenant ses dossiers ainsi que quelques bâtons de dynamite. À la suite de plusieurs affaires, il est, en mars cette année-là, condamné à 6 mois d'interdiction d'exercer. En juin, il est destitué du titre de juge de paix suppléant. La journée du 6 décembre 1985 est mouvementée. Au matin, un réseau d'oléoducs de l'OTAN est attaqué par les CCC. Quelques heures plus tard a lieu au palais de justice de Liège la rentrée solennelle de la conférence libre du jeune barreau de Liège, à l'occasion de laquelle une grande partie du monde judiciaire est attendue, notamment Léon Giet ou encore le ministre Jean Goll. Vers 15h, une bombe explose au palais. Elle endommage 3 étages et fait s'effondrer le plafond. À 18h, une autre alerte à la bombe se déclare à l'auditorat militaire, mais fausse alerte. Dans la soirée, des centaines d'avocats débarquent, accompagnés par le ministre Jean Goll, qui, heureusement pour lui, avait du retard ce jour-là. L'attentat au palais occasionne 2 blessés et 1 mort. Il s'agit de Philippe Balis, un étudiant en droit de 20 ans. On pense d'abord qu'il pourrait être lui-même le poseur de bombes, puis après mûre réflexion, on se dit que c'est peu probable. Son nom, Balis, sera plus tard donné à une fondation d'aide financière aux étudiants en droit en difficulté. Quelques jours plus tard, le 16 décembre 1985, on assiste à l'arrestation de Pierre Carrette, Bertrand Sossois, Didier Chevolet et Pascal Van der Herde, tous 4 membres des cellules communistes combattantes. Mais l'interrogatoire laisse penser que le CCC n'y est pour rien dans l'explosion, car ces opérations sont habituellement associées à des revendications écrites. Or, aucun message n'a été retrouvé au palais de justice. 1 mois encore plus tard, le 12 janvier 1986, à 188 km du palais de justice, aura lieu ma propre naissance. Sans lien direct avec cette affaire, mais je tenais à le préciser. En 1987, Sistermans héberge à son domicile une jeune fille en fuite après une dispute de famille. Elle y trouvera un jour, par hasard, une paire de menottes. Le 19 mars 1987, Jean-Michel Sistermans informe la police qu'il a trouvé une valisette remplie de nitroglycérine accrochée à la rampe d'escalier de son cabinet, quai Marcellis. Une équipe de déminage fait évacuer les lieux et déclenche l'explosion de la valise à l'aide d'un robot.
Le 16 avril 1987, on suspecte Jean-Michel Sistermans d'avoir lui-même organisé l'attentat du mois précédent contre son propre cabinet. En effet, sa jeune locataire reconnaît les menottes avec lesquelles la valisette était attachée à la rampe. D'autre part, la minuterie de la bombe n'était programmée pour n'exploser que plusieurs heures après son dépôt, laissant délibérément le temps d'être découverte. Sistermans objecte qu'il a déjà été la cible de plusieurs attentats ratés qu'il impute à des anciens clients mécontents. Le 16 juin 1987, on découvre 20 kilos d'explosifs cachés dans un bois d'Aubin-Neuf-Château. Le 3 août 1987, on accuse officiellement l'avocat Jean-Michel Sistermans d'être responsable de l'explosion au palais de justice et d'homicide involontaire. Mais Sistermans a un alibi, car il était au mariage de sa petite cousine au moment de l'explosion, à 100 km de là. Cependant, une perquisition à son cabinet révèle encore d'autres explosifs et munitions liés à un précédent attentat, ainsi qu'une série de magazines qui expliquent comment utiliser les explosifs. Dans son jardin, on découvre également du matériel similaire à celui retrouvé dans les décombres du palais. Le lendemain, on apprend aussi que Sistermans aurait loué à une banque de Blény le plus grand coffre de l'agence pour y entreposer des dossiers. On l'ouvre et on y trouve en réalité 3 bombes amorcées. Encore plus tard, dans la voiture du fils de Sistermans, on découvre 2 sacs poubelles contenant 15 kg de dynamite en bâton. Le 2 octobre 1989 a lieu un premier procès au cours duquel Sistermans dénonce 2 complices. Il s'agit de 2 de ses anciens clients, Christian Zegers, 38 ans, chauffeur d'autobus, et Francis Reinders, 39 ans, électricien chargé de la mise à feu des détonateurs. Le 13 octobre 1989, lors du 2e procès, Christian Zegers est acquitté grâce à la défense de maître Julien Pierre, à qui l'on confiera également, quelques années plus tard, la délicate défense de Marc Dutroux, ainsi que le célèbre dossier des orodateurs liégeois. L'autre complice, par contre, Francis Reinders, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Jean-Michel Sistermans, lui, est condamné à mort, alors que la dernière exécution en Belgique remontait à 1950. Il est à noter que, durant ce procès, Sistermans était également jugé, en plus de l'attentat, pour le vol de plusieurs millions de francs belges à un octogénaire malvoyant. Le 23 novembre 1990, Sistermans et Zegers sont rejugés. Sistermans clame son innocence et exige de nouveaux témoins. Le 28 mars 1991, Sistermans est encore rejugé et finalement condamné à 12 ans de réclusion pour les attentats de la cathédrale Saint-Paul, du palais de justice et de son propre cabinet. En 2000, Sistermans appelle un ultime pourvoi en cassation et certaines sources affirment qu'il est libéré sous condition simultanément à 2 membres du CCC. Le 15 novembre 2005, on apprend cependant que Sistermans serait mort en prison. De nombreuses questions restent alors en suspens. Qu'est réellement devenu Sistermans ? Quels étaient ses motifs ? Pourquoi avoir piégé son propre lieu de travail ? Et pourquoi avoir informé lui-même la police de ses mises en scène ? Qu'est-ce au juste que la rentrée solennelle de la conférence libre du jeune barreau de Liège ? Existe-t-il le moindre rapport entre cette histoire et les CCC, ou les tueurs fous du Brabant, ou encore la commune d'Oberdoling, en Bavière ? Vous désirez lire la suite ? 1 € le premier mois sans engagement, j'en profite, déjà abonné, je me connecte.